Bonjour Patrick Landman. Bonjour Laurent Dupont. Je voudrais votre avis, puisqu'on arrive au terme de notre entretien, je voudrais votre avis à nouveau sur la liste de diffusion, parce que je vous donne une opinion, mais je voudrais la vôtre. Mon opinion, c'est que ce qui est en train de se jouer avec non pas les trans, mais la revendication, le discours de revendication actuel d'un certain milieu trans, pas de tous les trans, d'un certain milieu trans, se noue actuellement avec un discours plus global, appelé woke, appelé intersectionnel, et qui pose les choses en termes vraiment de combat. C'est-à-dire, on a vous vous en êtes fait l'écho sur la liste, on a des exemples dans des CMATA, il y a eu Anne Perret, d'autres qui ont été exposés à des mesures dans les CMPP directement, avec des modifications de prise en charge, avec une interdiction d'interroger la demande. Enfin, voilà, j'ai l'impression que quelque chose là est un mouvement très fort et qui implique une résistance, qui implique qu'on oppose un autre discours, en tout cas qu'on l'interprète, ce discours-là. Je vous donne mon opinion, je voulais votre opinion sur ce moment que nous sommes en train de vivre et sur la position de la liste où vous vous êtes fait l'écho de cela déjà. Ben oui, moi je pense que si vous voulez, il faut mettre le curseur au bon endroit, à mon avis. Il faut éviter toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Ça, c'est essentiel. Et vous le savez que les trans ont souffert beaucoup ceux qui avaient une revendication trans ont beaucoup souffert de discrimination, voire après même, ils se sentent discriminés. Donc là, il y a un vrai problème auquel il faut être sensible et qu'il ne faut pas, à aucun moment alimenter ce qu'on pourrait appeler la transphobie d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est très important. Maintenant, le problème, c'est qu'on a dans la psychiatrie, je dirais, un communautarisme militant qui est de plus en plus actif. On l'a vu avec l'autisme et on l'a maintenant. Alors avec les trans, c'est pas nouveau, mais je crois qu'ils veulent sortir tout ce qui est transgenre de la psychiatrie. Ils veulent sortir. Ils considèrent que comme à l'instar de ce qui s'est passé pour les homosexuels, qui était juste. On a sorti l'homosexualité du DSM, hein, c'est des troubles mentaux, c'est juste, c'est tout à fait juste. Ils veulent la même chose. Ils veulent la même chose, ils veulent que ça ne rentre plus dans. C'est une neurodiversité, j'ai envie de dire, nouvelle, sur laquelle nous n'avons pas à poser un diagnostic psychiatrique. Du coup, ça devient un marqueur social. Et pas quelque chose qui rejoint et la souffrance psychique que ont les gens qui veulent faire une transition est liée au fait qu'ils sont incompris, au fait qu'ils sont handicapés par le consensus social et pas du tout parce que ils ont une souffrance psychique en tant que telle. C'est-à-dire que c'est la conséquence du. Alors moi, mon point de vue, si vous voulez, c'est que moi je pense que on ne pourra rien empêcher, on ne pourra pas empêcher ces mouvements militants, mais on ne doit pas se soumettre quand même complètement à ces revendications militantes. On doit rester clinicien, c'est-à-dire que moi j'ai vu des cas où évidemment cette revendication trans ne s'arrêtait pas et ça allait jusqu'au bout et c'est indiscutable et il fallait l'accompagner au moment où c'était possible de l'accompagner, pas à 7 ans, mais un peu plus tard. Moi, je trouve que l'âge de 16 ans est raisonnable, 15 ans, 16 ans, je sais pas, comme ils ont fait en Angleterre. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de l'enfant dans les années qui précèdent, mais bon, on n'introduit pas quelque chose qui est irréversible avant 15 ou 16 ans. Mais bon, c'est à discuter, mais je pense que c'est. Et puis, ces mouvements militants, eh ben oui, ils vont de plus en plus, je dirais, être en ébullition et c'est tout un changement de société auquel il faut s'adapter. Et moi, je crois que on doit rester quand même dans l'idée qu'il y a une souffrance psychique chez un certain nombre de gens dont on doit s'occuper. On doit lutter contre la discrimination, mais je suis pas, je dirais, favorable à
à lutter de front contre les mouvements militants. Parce que, vous savez, avec les familles, par exemple, je suis pas du tout dans le mouvement, dans la clinique des trans, mais je suis beaucoup dans la clinique des autistes, et je vois qu'il faut vraiment travailler avec les familles. Il faut vraiment, c'est essentiel. Et moi, je pense qu'il y a peut-être j'ai vu qu'il y a des mouvements LGBT, des mouvements LGBT-T qui sont accessibles et avec lesquels on pourrait travailler peut-être. Et qui seraient susceptibles éventuellement de collaborer comme on le fait avec les familles d'autistes et qui seraient ouverts peut-être à quelqu'un, je dirais, narrow-minded, comme disent les anglo-saxons. et en même temps, il faut que ce soit des psychanalystes qui ne soient pas, je dirais, dans une position dogmatique non plus. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème. C'est très intéressant que vous disiez ça, parce que c'est vrai que c'est pour ça que nous avons créé le Centre d'études et de recherche sur l'autisme, le CERA, où nous travaillons. C'est très bien, j'y suis allé une fois, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Et vous travaillez avec les familles d'autistes. Et on travaille avec les familles. Avec les autistes, avec ceux qui sont en mesure de témoigner, etc. C'est essentiel. Mais je pense, pourquoi ne fait-on pas ça aussi avec les familles ou avec les trans, après tout? De façon à ce que... Alors, il y en a avec qui on ne pourra pas, ça c'est clair, comme avec les familles d'autistes, il y en a, dès qu'on parle de psychanalyse, c'est diabolisé. Mais il y a des gens avec lesquels on travaille, et de plus en plus. Eh ben, je pense que peut-être, il faut... Alors, vous savez que sur la liste, il y a des gens qui sont pas du tout sur la même position que l'Observatoire. Oui. Et moi, je trouve que c'est important qu'ils nous lisent, qu'ils se fassent lire, etc., de façon à ce qu'il y ait quand même un débat qui va après probablement donner lieu à quelque chose de juridique, indiscutablement. Ça va aboutir à quelque chose comme en Angleterre. On va avoir alors parce que bon, vous savez, les témoignages, on m'envoie beaucoup de témoignages de gens qui ont été contents de leur transition, d'autres qui sont pas contents. Je veux dire, les témoignages, moi j'ai été lassé par les témoignages quand j'ai vu les témoignages de gens, de parents d'autistes qui critiquent les psychanalystes. Là, je dois dire que ça m'a lassé parce que je me suis dit, mais quels psychanalystes ils ont rencontrés, ces gens-là? Mais quels psychanalystes qui donnent les noms? Et voir à quelle association ils appartiennent. Parce qu'ils nous expliquent qu'ils sont allés dans un CMPP, qu'ils ont rencontré un psychanalyste, et c'est peut-être vrai, mais qu'ils les disent qui? Parce que, je veux dire, je sais pas, mais qui dit des horreurs. Alors bon, moi je sais pas, mais les psychanalystes avec lesquels je travaille, ils disent pas des horreurs sur les parents d'autistes. Je veux dire, c'est fini ça. Oui. Ils en ont dit. Tout à l'heure, vous évoquiez la science. Et vous aviez évoqué la biologie, les tenants du biologique et les tenants du psychique, qui rappellent la controverse et Lacan, d'ailleurs, Henriet et Jacques Lacan. Et on voyait bien sur la causalité psychique. Voilà, sur la causalité psychique. Et cette discussion formidable à Bonneval, c'est tout à fait... On voit qu'il faut ce débat. Il est important de débattre, donc d'ouvrir le débat. Néanmoins, il me semble que quand on est psychanalyste, et c'est là-dessus que je voudrais que nous terminions, c'est votre opinion qui m'importe, il y a quelque chose sur lequel, au minimum, alors on ne peut pas transiger, c'est la question de l'inconscient. Et qu'à partir du moment où une demande est formulée, on ne peut pas ne pas interroger l'interprétation qu'elle représente pour le sujet lui-même. Et donc, on ne peut pas la prendre littéralement. De ce point de vue-là, quel que soit le sujet qui vient poser une demande. Et la deuxième question, enfin, c'est une remarque que je vous propose. Et la deuxième chose, c'est vous êtes juriste aussi. Pensez-vous qu'il faille en passer par la loi pour fixer, par exemple, un âge minimum? Vous avez évoqué l'âge que le jugement en Angleterre, c'est le jugement sur la Tavistock Clinic a posé. Est-ce que vous considérez-vous qu'il faut fixer un âge par la loi de manière à ce que quelque chose soit inscrit symboliquement de ce point de vue-là? Donc l'inconscient d'un côté et la loi de l'autre. Oui, alors l'inconscient, bien sûr, on ne peut pas
on peut pas se contenter si on est psychanalyste, évidemment, on doit avoir l'idée qu'il y a un savoir inconscient qui est là, qui émerge sous le couvert du symptôme, mais qui est un savoir inconscient. Et c'est tellement vrai que j'entendais il y a quelque temps votre collègue de l'école de la cause, Dominique Vintrebert, il disait que son épouse avait travaillé sur une enquête poussée de satisfaction sur les psychotiques ou schizophrènes, je crois, savoir si ceux qui avaient, au fond, est-ce qu'ils étaient plus heureux, pour aller vite, hein, je schématise, quand ils avaient plus de délire ou quand ils gardaient quand même un peu un délire. Eh ben, ils sont plus heureux quand ils gardent un peu un délire. Et ça n'est pas pour nous surprendre, nous psychanalystes, parce qu'on sait très bien que le délire est aussi une création du sujet, même si ça prend une forme stéréotypée sur l'enveloppe formelle, c'est quand même une création du sujet. Et c'est pas sans dommage d'enlever la création. Quelqu'un qui a créé quelque chose, vous le privez de ça, eh ben, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait des dommages. Et Freud disait que c'est une forme de guérison. Moi, je dirais que le délire empêche la guérison au sens médical. C'est pour ça qu'il faut l'éradiquer quand on est dans une logique biologique et médicale. Mais il permet, si on tempère ses effets négatifs, il aide, je dirais, à la recovery, au rétablissement. Et le sujet rétabli est un sujet qui garde ses symptômes et surtout à qui on n'a pas amputé son savoir. Et ce savoir, évidemment, il vient de l'inconscient. Donc, quand on est psychanalyste, je suis tout à fait d'accord avec vous, on doit respecter, prendre en compte le savoir inconscient du patient, et même si on est expert dans notre domaine et très expérimenté depuis eh ben on ne sait pas à l'avance ce que contient. On peut peut-être en avoir une idée dans l'enveloppe formelle qu'il nous présente ou dans le discours conscient qu'il nous amène, mais on ne sait quand même pas de quoi il s'agit. Et le savoir, la destitution du sujet supposé savoir, c'est que le savoir est surtout du côté du sujet. Hein. Voilà. Voilà. Alors, loi ou pas loi? La deuxième question, c'est évidemment, je pense qu'il faut à un moment donné, peut-être que la loi tranche. Ça me paraît peut-être nécessaire. Et il faudra entendre tous les gens qui sont au débat, les cliniciens qui ont des positions divergentes, les familles de trans, les trans eux-mêmes. Ça peut être très intéressant que ce débat débouche éventuellement sur une législation et avec une loi comme en Angleterre, et que ça se fasse pas, à mon avis, par un contentieux. Si ça peut être fait par un débat, ce serait mieux, parce que toujours quand il y a un contentieux, c'est toujours plus difficile. Alors oui, 15 ans, 16 ans, moi je me fixe un peu sur la majorité sexuelle, mais bon, le problème juridique, si vous voulez, c'est le consentement éclairé. C'est ça le grand concept juridique. Alors, à partir de quel âge a-t-on un consentement éclairé? Je peux Le débat est ouvert. Voilà. Le débat est ouvert. Et il va se poursuivre sur votre liste de diffusion tout à fait formidable. Grand merci, Patrick Landman, d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour Lacan Web Télévision. À très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité, et puis une prochaine peut-être. Allez. À très bientôt. Au revoir.